Alors, dans ce second épisode, je vais vous parler un peu donc du château de Cheverny et bien sûr de la première époque, je dirais. Alors, les terres du domaine sur lequel est situé celui-ci furent cédées dans la seconde moitié du XIVe siècle à Jean Hureau, bien sûr avec ses maisons, pressoirs et vignes, par Henri le Maréchal, qui était sans doute le fils de Robert, alors lequel apparaît comme propriétaire de Cheverny en 1315, qu'il tenait lui-même du comte de Blois. La famille Hureau était une vieille famille blésoise, sans doute issue de Bretagne, c'est ce que l'on pense tout au moins, par rapport bien sûr à des écrits que j'ai pu retrouver, dont le plus ancien membre connu, Regnault Hureau, qui apparaît lui en 1270, sous le règne de Philippe III, le Hardi, donc surnommé le Hardi, comme bourgeois de la ville de Blois. En 1490, Jacques Hureau, petit-fils de Jean, acquit la seigneurie de la Grange et de Cheverny, après avoir exercé lui-même des hautes fonctions sous Louis XI, Charles VIII et Louis XII. Il forma plusieurs agrandissements autour du pressoir alors que sa carrière connaissait son apogée, le portant au poste de gouverneur et bailli du comté de Blois, sous le règne de François Ier. Vous voyez, François Ier ressort beaucoup dans les différents châteaux de la Loire. Alors, avant sa mort, celui-ci céda le domaine à son fils Raoul Hureau, qui obtint du roi en juin 1510 l'autorisation de fortifier la nouvelle demeure qu'il venait d'édifier. Claude de France lui céda en avril 1514 le droit de justice ainsi que celui de sceau et de tabellonnage sur la paroisse de Cheverny. François Ier lui-même, par la suite, validera l'année suivante donc les concessions afin que le château fût adapté au long séjour de la cour dans la région. Vous voyez, comme je vous disais, là aussi, il y a eu bon nombre de rebondissements. Alors, il ne reste de cette ancienne bâtisse qu'un dessin du père Étienne Martelange, qui visita la région lui-même en 1624 et 1625. Mais dont la précision ne peut être confirmée, et quelques rares vestiges dans le bâtiment des communs. Alors, bon, à l'époque, bien sûr, Cheverny était mi-forteresse, mi-château de plaisance. Le bâtiment rappelle l'aile Louis XII du château de Blois, avec ses longs pavillons bas, flanqués de tours, tourelles et poivrières, avec un grand pavillon carré au toit à la française également. Alors, Raoul Hureau. Raoul Hureau était donc seigneur de Cheverny et était marié à Marie de Beaume, qui était elle-même fille de Jacques de Beaume, baron de Semblancay, premier intendant donc des finances royales, lequel entraîna son gendre dans la faillite. À la suite des poursuites engagées par François Ier, vous vous souvenez de mémoire, c'était donc bien sûr au château de Chenonceau, par rapport bien sûr à cette fameuse affaire Semblancay, qui avait mis donc M. Boyer, je dirais, à l'affiche à l'époque. Alors, bien sûr, pour en revenir au château de Cheverny. Donc, je vous disais, à la suite de ces poursuites engagées par François Ier et l'implacable Louise de Savoie contre les financiers soupçonnés de malversation, dont M. Boyer entre autres, partit servir en Italie aux côtés du maréchal de Lautrec. Vous voyez, on rejoint un peu l'histoire de Chenonceau quelque part. Celui-ci fut tué en août 1528 devant Naples. Sa veuve, récemment accouchée d'un 7e enfant, dut assumer une amende de 100 000 livres par arrêt des commissaires de la Tour Carrée et fut contrainte elle-même d'aliéner le château de Cheverny. Celui-ci fut adjugé en 1537 à Pierre de Ruty, qui était lieutenant de la vénerie du roi, qui le céda en 1542 à son neveu Bernard de Ruty, abbé de Pont-le-Voix, aumônier du roi. Vous voyez, quelque part, on rejoint un petit peu, je dirais,
pour ceux qui ont suivi en tout cas l'histoire du château de Chenonceau, on rejoint un peu son histoire également. Son parcours, je dirais, au travers des siècles. Alors, revenons donc à Cheverny. En l'an 1551, ce fut donc Diane de Poitiers, favorite du roi Henri II, qui acquit le château. Vous voyez, Diane de Poitiers a donc acquis le château. Mais l'on se rendit compte que la vente initiale, intervenue durant la minorité des enfants de Marie de Beaume, était contrainte au droit et au terme d'un procès. Diane de Poitiers dut le restituer à Jacques et Philippe Hureau. Donc celle-ci va restituer le château aux enfants Hureau par acte du 25 février 1564, moyennant le paiement de 35 000 livres. Donc vous voyez, Diane de Poitiers n'a pas pu garder le château puisque celle-ci va se retrouver en fin de compte expulsée également de Chenonceau. Alors le domaine quant à lui est échu à Philippe. Sa mère, Marie de Beaume, qui avait dû s'installer après la cession de Cheverny à la Morelière, une maison toute proche donc dans le domaine forestier, puis dans la demeure familiale de Blois. Celle-ci mourut en 1567, laissant une belle fortune et ayant assisté à la réhabilitation de son époux au motif que je cite bien sûr, le roi avait été mal servi et trompé en selle de feu Hureau. En 1577, les terres furent érigées en vicomté, puis en 1582 en comté. Philippe Hureau de Cheverny, fidèle courtisan de Catherine de Médicis et d'Henri II, fut garde des Sceaux, puis remplaça Birague en tant que chancelier de France. Cependant, son rôle important dans les négociations avec la Ligue détermina le roi Henri III à prononcer sa disgrâce. Peu après la journée des barricades et à l'assigner dans sa résidence de Cheverny après avoir conservé le fil des intrigues politiques tant auprès des ligueurs que des protestants. Il retrouva en 1590 les sceaux des mains d'Henri IV. Vous voyez, il y a bon nombre de rebondissements également au château de Cheverny, tout comme au château de Chenonceau. Alors, en 1596, il céda le domaine de Cheverny à son fils Henri Hureau, qui, près de 20 ans auparavant, avait été porté sur les fonds baptismaux par Henri d'Anjou, Henri de Navarre et Catherine de Médicis. Il avait épousé à l'âge de 13 ans une jeune fille de grande famille, Françoise Chabot, fille du grand écuyer de France, le baron de Charny, mais celle-ci continua de demeurer auprès de ses parents de caractère impétueux, vif et parfois colérique. Ceux-ci suivaient Henri IV et ses armées, reconnus par le souverain comme le bon conseil. Cependant, alors que celui-ci prenait possession du château de Cheverny, il fit venir son épouse, mais la laissa cependant vite seule afin de poursuivre le service du roi. À la tête d'une centaine d'hommes d'armes, Françoise Chabot s'ennuyait et la rumeur de son infidélité finit par gagner la cour. Un jour que le comte Hureau était au Louvre auprès d'Henri IV, ce dernier passant derrière lui pointa 2 doigts en corne derrière sa tête. Cette plaisanterie provoquant, vous vous en doutez, l'hilarité de tous les courtisans. Mais un petit miroir fit apercevoir au comte qu'il était l'objet de ces moqueries. Le 26 janvier 1602, sans dire mot, il regagna à Franc-Étrier, aux premières heures du matin, son château de Cheverny, et, se faisant ouvrir les portes, n'eut que le temps de voir un page s'échapper par la fenêtre de la chambre et se rompre la jambe. Hureau l'acheva d'un coup d'épée, puis, en présence d'un confesseur, il laissa le choix à son épouse de subir le même sort ou, bien sûr, d'absorber le poison qui lui tendait. Après que celle-ci se fut donné la mort, on s'aperçut qu'elle portait un enfant mâle depuis 5 mois et demi. Le roi la prit, mais, bien que se sentant coupable, condamna le comte à demeurer sur cette terre de Cheverny. Vous voyez,
là aussi il y a bon nombre de rebondissements. Vous avez pu voir également tout au long de mon récit donc sur je dirais l'histoire du château de Cheverny, les intérieurs donc de celui-ci, une partie des intérieurs en tout cas. Vous voyez, il y a de très belles tapisseries, de beaux tableaux, les plafonds comme les embrasures, vous avez dû vous apercevoir que vraiment tout est décoré, c'est vraiment une petite merveille. Je vous laisse donc découvrir également l'intérieur de celui-ci. Vous voyez, regardez les portes, c'est vraiment superbe. Et de belles tapisseries aussi, de belles toiles. Superbement décoré et vraiment regardez cette table, une pure merveille. Et bien voilà chers amis, nous avons un petit peu je dirais revu une partie de l'histoire donc du château de Cheverny, en tout cas en ce qui concerne la forteresse Renaissance. Et je vous donne donc rendez-vous dans le prochain épisode donc, de mon émission sur les monuments et châteaux de France. Et nous continuerons bien sûr à exposer cette, je dirais, cette belle histoire qui concerne également ce superbe petit monument qui est le château de Cheverny. Voilà. Merci à toutes et à tous. Je vous dis donc à bientôt dans mes émissions qui suivent, en tout cas dans les différents épisodes qui vont suivre, et je vous souhaite une bonne continuation. Merci et au revoir.